invite à rejoindre vos sièges. On va démarrer tout de suite sur la 3e table ronde pour ne pas prendre trop de retard et pouvoir terminer à l'heure. Voilà, merci à tous. Nous sommes maintenant rendus sur cette 3e table ronde. Merci d'être restés attentifs. On va essayer de vous redonner un petit peu de couleur. Je sens que les débats ont commencé à vous tirer un petit peu sur le physique après le déjeuner. On a une 3e table ronde tout à fait motivante, encore une fois. Je suis très content aussi de faire une table ronde. C'est la première table ronde paritaire de la journée, je crois. Donc cette table ronde sur l'accès à l'information et à la justice, qui sont fortement liés, on va le voir, je pense. On va commencer tout de suite avec Madame Lepage. Je vous passe la parole tout de suite. Voilà, je serai par contre assez drastique sur le temps, entre 10 et 12 minutes. Voilà. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, merci aux députés de leur invitation pour ce colloque, qui est un sujet, à mon avis, très important, parce que c'est un sujet juridique. Enfin, ne nous cachons pas derrière notre petit doigt, ce n'est pas seulement un sujet juridique, c'est un sujet très politique, parce que, tout simplement, il y a énormément de projets qui suscitent des oppositions très fortes de part et d'autre, et qui ensuite ont un certain nombre de conséquences politiques. D'autre part, la question de l'accès à l'information et à la justice est pour moi un élément de la démocratie tout court, pas seulement de la démocratie environnementale, et un élément très important de la confiance. Et donc, quand on parle de ces sujets, on ne parle pas seulement que de droit. Donc, je voulais commencer en disant ça, ça me paraît tout à fait important. J'ai, avec Christian Huguelot, nous avons une position qui est peut-être critiquable, mais qui est la nôtre, qui consiste à dire que nous vivons aujourd'hui une période de régression du droit de l'environnement. Alors, ça peut paraître curieux, parce que nous avons un principe de non-régression qui est maintenant reconnu par le Conseil d'État, que tout le monde a le sentiment qu'on ne fait que parler d'environnement tout le temps, mais nous savons tous que ce n'est pas parce qu'on en parle qu'on en fait. Première observation. Et quelque part, dans la vie en général, on dit que ceux qui en parlent le plus, c'est ceux qui en font le moins. C'est un peu vrai aussi pour cette matière-là. Moi, ce que je peux juger en tant que praticienne, alors certes, je vois la pathologie, moi je suis avocate, donc je vois ce qui ne va pas, je ne vois pas ce qui va bien, parce qu'il va bien, on n'a pas besoin de moi. Mais dans ce qui ne va pas, moi je vois quand même des difficultés. Alors, accès à l'information, oui et non, mais surtout accès à la justice. Alors, accès à l'information, il y a eu beaucoup de progrès quand même, il faut dire les choses comme elles sont. La possibilité de disposer maintenant de dossiers sur Internet, d'avoir le temps de les lire, de ne plus avoir, quand il y a des enquêtes publiques, et je reviendrai sur ce sujet majeur, mais je sais que Madame la présidente des commissaires enquêteurs était là, elle a dû en parler, de plus faire la queue pour voir des dossiers de 15 tonnes que personne n'a le temps de lire, ça c'est quand même un progrès absolument indéniable. Donc il faut reconnaître les choses comme elles sont. Mais dans d'autres domaines, il y a des restrictions d'accès à l'information qui sont tout à fait considérables. Et il y en a un en particulier sur lequel je voudrais attirer votre attention, qui est dans l'actualité, si je puis dire. C'est les conséquences de ce que l'on appelle l'instruction Hulot-Collomb de septembre 2017. L'instruction Hulot-Collomb de septembre 2017 est une instruction qui part de bon sens, en disant il y a des risques terroristes, oui, on le sait tous, et par voie de conséquence, ce n'est pas la peine de dire aux terroristes sur les installations à risque où on stocke ce qui peut être dangereux. Bon, personne de bon sens ne peut être contre ça. Le problème est que, partant de cette idée de bon sens, on est arrivé en réalité à une obstruction, une obscurité complète sur tous les éléments des dossiers, des installations classées à risque, des Seveso, seuil haut, seuil bas, que ça concerne non seulement la population, mais pire encore, j'allais dire, les maires et les pompiers. C'est-à-dire qu'on est en pleine absurdité, au motif qu'il ne faut pas savoir
où sont les produits dangereux. On ne sait plus du tout quels sont les produits dangereux, ni quels sont les dangers. Alors là, je pense qu'on a atteint quelque chose qui n'est absolument pas acceptable. Et en plus, avec des divergences importantes, j'ai eu l'occasion de le dire du reste à la commission d'enquête au Sénat, et je le redirai la semaine prochaine à l'Assemblée nationale dans l'enquête sur le brisol, à des absurdités totales, puisqu'il n'y a même plus de cohérence maintenant entre les PPI et les PPRT. Parce que les PPI, c'est ministère de l'Intérieur, ils ont une vision des scénarios qui est beaucoup plus large. Les PPRT, malheureusement, j'allais dire pour l'ancienne ministre que je suis, ministère de l'écologie, vision très réductrice, et on garde ces informations pour soi. Voilà, là on a un domaine qui est quand même très important, et puis avec ce qui s'est passé à Rouen, qui est quand même très sensible, à revoir complètement sur l'information du public. On ne peut pas dire qu'on fait de la culture du risque, dire qu'on veut maintenir de l'industrie dans les villes, parce que oui, on a besoin d'industrie en France, c'est une évidence, et ne pas avoir vraiment une culture du risque. Et une culture du risque sans information du public, ça n'existe pas. Ça, c'est le premier point sur lequel je voulais insister. Le deuxième point, c'est effectivement le problème de l'accès à la justice. Bon, on constate quand même des difficultés de plus en plus grandes, parce que depuis un certain nombre d'années, des règles ont été mises en place qui réduisent considérablement l'accès au juge et l'efficacité du recours au juge. Je le dis devant mon voisin, Monsieur le Président, je vous prie de m'en excuser, mais enfin, je vais dire quand même ce que je veux dire. Bon. Premièrement, on a restreint l'accès des associations. Ça date de maintenant, il y a quelques années. L'accès des associations en reconnaissant des grandes associations et des petites associations, alors qu'il y a des petites associations qui ont un rôle d'expert extrêmement important, parce qu'ils ne cherchent pas à faire du nombre, ils cherchent à faire de l'information scientifique. Bon, ceux-là, ils ont vu leur capacité juridique restreinte par rapport aux autres. C'est extrêmement dommage. Deuxièmement, dans tout ce qui est urbanistique, les recours des associations ont été restreints, puisque vous savez qu'une association ne peut plus se constituer pour attaquer un permis de construire, puisqu'elle doit exister avant le projet. Donc, par définition, ce n'est pas possible. Donc, ce sont des recours individuels, donc plus fragiles, évidemment, mais c'est fait pour, d'autant plus que dans le même temps, le législateur, et on peut comprendre qu'il y a des recours abusifs, ça existe, qu'il y a des gens qui ont cherché à faire de l'argent, je dis les choses trash, hein, en monnayant des recours, que tout ça n'est absolument pas acceptable, je suis totalement d'accord avec ça, mais qu'il n'empêche qu'aujourd'hui, avec d'une part les règles qui permettent d'attaquer les personnes physiques et les associations d'ailleurs qui font des recours, même quand ce n'est pas abusif, alors qu'avant c'était une amende pour recours abusif, c'était bien cadré, maintenant c'est les promoteurs et ils ne se gênent pas. Et dans le même temps, vous ne pouvez plus avoir d'association, donc c'est quand même beaucoup plus difficile. Bon. Deuxièmement, il y a des règles de procédure qui viennent s'ajouter à des règles de procédure. Et tous les gens, on a en France un système assez libéral de recours pour excès de pouvoir qui est ouvert à tous. Enfin, ouvert à tous, avec bien entendu les règles de recevabilité. Mais je veux dire, sans ministère d'avocat, alors vous allez dire que je plaide contre ma paroisse, mais ce n'est pas grave, je plaide pour l'intérêt général. Des gens qui n'ont pas recours à un avocat, ça devient très difficile de ne pas se gourer dans les procédures. Parce qu'il faut faire les notifications, les gens ne le savent pas forcément. Parce que quand on perd un référé, maintenant, il faut dire « je maintiens mon action ». Enfin, il y a plein de règles qui ont été mises en place qui sont en fait des règles qui permettent d'évacuer du contentieux, et notamment fait par des gens qui ne sont pas des professionnels du droit, quoi, disons les choses très simplement. Troisièmement, le recours au juge est difficile, enfin, tout au moins l'efficacité du recours au juge pose problème, et j'en parlais avec M. le Président en aparté tout à l'heure, avec maintenant toutes les possibilités de régularisation. Je peux comprendre qu'on veuille faciliter la régularisation, mais en réalité, on aboutit à des solutions où ça ne sert plus à rien du tout de faire du contentieux. Je le dis très clairement, parce qu'on vous permet de régulariser, donc vous avez 6 mois, 1 an pour régulariser, et bien souvent, même quand vous faites annuler une décision, vous n'obtenez pas la démolition. Donc, recours très difficile, assez fermé en définitive, parfois long,
Les référés suspension ne sont pas toujours simples à obtenir. Et quand vous arrivez au bout de course et que vous avez raison, ben vous avez peut-être raison, mais sur le papier. Donc voilà, tout ça participe d'une frustration absolument indéniable. Alors, je sais bien que les procédures sont longues. Je sais bien que pour les gens qui veulent mener à bien des projets, tout ça est très long. C'est vrai, je le reconnais, et qu'on a besoin d'avancer aussi. Mais il n'en demeure pas moins que c'est des sources de frustration. Et ensuite, vous avez des petits Notre-Dame-des-Landes qui émergent de ci, de là, parce que les gens sont extrêmement frustrés, ont le sentiment que la justice, qui finalement est le recours pour éviter que les gens se mettent sur la figure, disons les choses clairement, ne donne pas ce que l'on attend. Voilà, j'en ai terminé. Je voudrais juste dire un tout petit mot sur les enquêtes publiques, parce que ça me paraît très important. Je pense que la dématérialisation des enquêtes publiques est une catastrophe. Je le dis comme je le pense. Pourtant, je n'ai pas toujours été tendre avec les enquêtes publiques, parce que j'ai vu des tas de dysfonctionnements divers et variés, comme je l'ouvre peut-être un peu trop, je l'ai dit. Mais très franchement, on ne peut pas comparer le fait d'aller sur Internet et de dire ce qu'on pense, sans savoir ensuite comment ça va être exploité, sans avoir un contact physique avec quelqu'un qui va vous écouter, auquel vous allez pouvoir poser des questions, qui va vous répondre, qui va pouvoir faire le relais vers le maître d'ouvrage, qui va éventuellement pouvoir organiser une audition publique au cours de laquelle on va pouvoir s'expliquer. Tout ça n'a aucun rapport. J'ajouterais qu'une personne que je connais a fait l'expérience dans une enquête publique, enfin dans une version dématérialisée, je ne sais pas comment il faut l'appeler, d'envoyer 45 messages. Ils ont tous été pris en compte. C'était toujours le même gars. Il a mis une fois du Pont, une fois du Rang, une fois du Bois, une fois du Schmoll, mais 45 fois la même adresse IP. Hein. Donc c'est quand même repérable. Bon, 45 fois on lui a pris son truc. C'est pas possible. C'est pas possible. Voilà, donc moi je suis un grand défenseur des enquêtes publiques. Je pense que ce serait extrêmement dommage de se priver de ça, comme du reste de la Commission nationale du débat public, où c'est probablement aujourd'hui le seul lieu où on peut avoir des vrais débats publics en amont. Et si un projet est mauvais dès le départ, mieux vaut le savoir au début qu'à la fin. Tout le monde y gagne. Donc voilà, j'espère ne pas avoir été trop longue. Merci beaucoup. Je vais donc passer la parole à Cécile Untermeier, qui est députée de Saône-et-Loire et qui préside le groupe de travail sur la démocratie numérique. Donc je pense qu'il y a pas mal de liens avec ce que vient de dire Madame Lepage. Merci beaucoup. Déjà, permettez-moi de vous saluer tous et puis remercier bien sûr Guillaume Gontard, sénateur, de nous accueillir ici, et Delphine d'avoir organisé avec lui ce colloque sur la démocratie environnementale. Bon, moi, je ne suis pas une spécialiste, comme je pu le constater dans la salle à travers les questions. C'est vrai que je suis un peu plus éclairée sur la démocratie environnementale depuis ce matin. Et grâce à ce colloque, j'ai néanmoins le sentiment que cette démocratie s'inscrit dans un vaste mouvement qui est l'exercice de la démocratie en réalité, et pas seulement environnementale. Dire ensuite en préambule que la Charte de l'environnement, à son article 7, nous rappelle deux grands principes qui sont bien sûr l'information, le droit à l'information et à la participation, et qu'au regard fait de cette charte, eh bien, il faudra évidemment nous interroger sur le caractère effectif de ces deux principes qui s'imposent à nous. Et partant de là, et rattachant la démocratie numérique, qui elle aussi s'inscrit dans un vaste exercice de la démocratie, nous avions réfléchi dans notre groupe de travail sur les diverses formes de participation citoyenne qu'elle pouvait amener. Et nous en avions tiré d'abord une conclusion, c'est que la démocratie numérique en tant que telle n'a pas de sens si elle ne s'accompagne pas du présentiel. Et je te rejoins complètement, Corinne, sur ce sujet, et sur le caractère sérieux d'une consultation si elle est numérique. Et à mon sens, cette démocratie numérique qui va beaucoup bouleverser notre culture
nos règles de proximité et nos règles de travail devra s'accompagner d'une réflexion sur un identifiant que chacun devra avoir, de sorte que l'on puisse quand même être garant de ce qu'il n'y ait pas 50 personnes derrière, 50 personnes qui sont en réalité la même personne. Donc on est simplement dans un chemin avec un outil qui creuse les inégalités, parce que tout le monde n'a pas le numérique, et on le sait, vous avez 30% de la population qui a peur d'une démarche sur le numérique, et vous avez 10% de la population qui n'a aucun accès à Internet. Donc il faut, dès lors qu'on parle de numérique, quand même remettre les choses en perspective. Mais c'est aussi un outil qui rapproche, et dans le cadre de ce groupe de travail, nous avions réfléchi pour inscrire dans la Constitution une charte du numérique, au même titre qu'il y a une charte de l'environnement, pour apporter des garanties de protection aux populations. Et puis aussi introduire des participations citoyennes tout à fait intéressantes, qui sont la pétition citoyenne, notamment à l'Assemblée nationale ou au Sénat, qui obligerait finalement le législateur à donner une suite à ces pétitions. Parce que, comme cela a été si bien dit dans la deuxième table ronde, il n'y a pas de participation sans savoir où elle conduit. C'est la moindre des choses, c'est le moindre des respects que l'on doit à ceux que l'on fait participer. Et il nous semblait tout à fait intéressant de revisiter la pétition citoyenne telle qu'elle est actuellement clochardisée, disons le mot, à l'Assemblée nationale, et la revivifier en considérant qu'à partir d'un certain nombre de clics basés sur une étude sérieuse, évitant que le lobby s'engouffre, eh bien, nous ayons la possibilité d'organiser un débat, voire présenter une proposition de loi ou inciter le gouvernement à un projet de loi. Donc nous en sommes à ce stade de cette réflexion, mais je pense que le Parlement du futur, c'est un Parlement qui est ouvert aux citoyens, et je rejoins là une préoccupation qui, me semble-t-il, a traversé les 3 tables rondes, à savoir le citoyen d'abord, parce que c'est avec lui qu'on travaille et pour lui qu'on travaille, et que bien évidemment il a sa place dans une décision pour légitimer cette décision. La deuxième, j'ai 3 observations à partir de ce préambule. La première, c'est que nous assistons à un mouvement tout à fait incroyable de prise en considération de la question environnementale, au travers, bien sûr, des associations. On en a beaucoup parlé. Nous avons des grandes associations, la FNE, bien sûr, la SNPN, qui est la plus ancienne association du monde. Nous avons, bien sûr, aussi Humanité et Biodiversité, la LPO, mais aussi, comme tu le disais, Corinne, des tas d'associations locales qui font un travail absolument remarquable. Nous avons les citoyens aussi qui s'expriment très fort, les marches lycéennes du vendredi. Nous avons accueilli Greta Thunberg, et c'était un grand moment à l'Assemblée nationale. Nous avons ces pétitions en ligne qui retiennent quelquefois plus de 2 millions de personnes pour attaquer l'État parce qu'il est en situation de carence par rapport aux problèmes du climat. Et puis nous avons aussi des maires, des élus, qui courageusement finalement prennent des arrêtés anti-pesticides. Pourquoi ? Eh bien parce que les citoyens leur demandent, et qu'eux-mêmes, dans leurs convictions, considèrent qu'il faut prendre ces arrêtés. Et ils prennent ces arrêtés parce que le législateur, finalement, à son niveau, n'a pas fait le boulot, n'a pas fait le travail. Et donc on a un système de nécessité pour le législateur de s'interroger sur ce qu'attendent les citoyens, ce qu'exigent les citoyens, pour faire en quelque sorte un travail en amont de l'amont et apporter un encadrement qui contraigne finalement les gouvernants et les élus à agir dans un sens qui est le sens attendu pour les citoyens. Alors, ça, c'était ma première observation. Ma seconde observation, c'est qu'on s'interroge du coup sur l'arsenal réglementaire et législatif, et on se demande s'il répond aux exigences des principes de la charte que j'ai cités tout à l'heure. Bon, à avoir assisté au colloque de bout en bout, je crois que la réponse, on la connaît tous. Nul doute, effectivement, qu'on est très en deçà des exigences que nous impose la charte, très en deçà. Ça a été dit de manière très claire. Il y a effectivement un arsenal extrêmement savant, extrêmement complexe, très divers à tous les stades de l'organisation territoriale de l'État. Mais est-ce qu'il répond à cette exigence que nous avons désormais de parler aux citoyens? Eh bien, j'en ai pas vraiment le sentiment. Et notamment sur l'enquête publique, il m'est venu quand même l'idée, qui a été d'ailleurs suggérée dans la précédente table ronde, c'est qu'il faut de toute évidence
qu'il y ait une enquête publique en amont. Et l'idée du PADD, avec une enquête publique au stade où on se pose les questions de l'intérêt général, si on veut que la culture écologique et la culture de l'intérêt général montent dans la population, c'est évidemment par des outils de cette nature-là qu'il faut essayer de travailler. Alors, je voulais ensuite, sur l'arsenal législatif et réglementaire, faire une observation. On a parlé de la législation de 2016. En fait, la législation de 2016, c'est une ordonnance, 2 ordonnances, des ordonnances qui dessaisissent le Parlement, c'est-à-dire les représentants du peuple, c'est-à-dire les garants de l'expression citoyenne, et on a 2 ordonnances qui sont majeures, qui traitent de la participation citoyenne, la participation du public. Donc là, je pense qu'on a déjà une première erreur du gouvernement, bien évidemment, mais une première erreur aussi des législateurs qui n'ont pas su montrer à quel point la participation citoyenne était tout à fait essentielle au travail que nous menons. Alors, sur l'égal accès à l'information, là encore, c'est l'article 8 de la Charte qui en parle, et ce n'est pas rien. Alors, via le numérique, on va effectivement pouvoir transférer des masses de dossiers. Est-ce que, pour autant, on aura amélioré l'information? Je vous laisse y penser. En tout cas, il me semble tout à fait essentiel de dépasser la sphère environnementale et vraiment s'adresser aussi à la jeunesse et imaginer, comme l'a dit Delphine Batho à travers un projet de loi, qu'il y ait un enseignement de qualité qui soit donné à tous les stades de l'éducation sur l'écologie. Si on veut qu'on ait une culture environnementale, et bien évidemment, ça commence par cela. Et je ne crois pas que cette proposition de loi, qui devrait faire l'unanimité, soit accueillie avec un réel enthousiasme. Et pour ma part, je le regrette. Et ma troisième observation, à partir de tout ce que je vous ai dit, c'est que je pense qu'il faut vraiment qu'on aille maintenant vers un dépassement donc, de la démocratie environnementale telle qu'elle est dessinée actuellement dans le Code de l'environnement ou dans le Code de l'urbanisme. Il faut qu'on institue un véritable relais citoyen entre les décideurs, les auteurs du projet, et démultiplier par tout moyen les formes d'expression citoyenne, comme cela a été fait au travers de l'exemple de la commune de Laval, par exemple, ou de l'intercommunalité pour le parc éolien, mais ça doit être fait aussi au niveau des législateurs que nous sommes, qui sommes, j'y tiens, en tout cas les députés, des garants de l'expression citoyenne, et nous devons agir pour que le Parlement s'ouvre davantage aux citoyens et nous guide dans le travail législatif que nous menons. Je voudrais avoir une note un peu optimiste néanmoins pour vous dire que nous sortons d'un débat sur la loi engagement et proximité. Et dans cette loi engagement et proximité, nous avons pu, avec le rapporteur, introduire un amendement à l'article 1er disant que dans le pacte de gouvernance que les intercommunalités pourront mettre en œuvre, elles devront étudier les modalités d'intervention, d'association des citoyens dans les projets à leur stade de conception, de mise en œuvre et d'évaluation. Et je pense qu'il faudra que les citoyens et les associations se saisissent de cette opportunité pour interroger leurs élus sur la façon dont ils seront associés à des projets qui vont les concerner. Voilà, l'objectif de nous tous que nous poursuivons, c'est de relégitimer l'action publique, les choix et les décisions politiques. Il nous faut restaurer la confiance et le domaine environnemental doit répondre aussi à cette exigence. Merci beaucoup. Je passe tout de suite la parole à Monsieur Reynaud. Merci beaucoup. Alors d'abord, permettez-moi de remercier Monsieur le sénateur et Madame la députée de m'avoir invité à participer à cette table ronde. Je suis évidemment dans une position un peu compliquée dans la mesure où évidemment j'ai un certain nombre de choses auxquelles je pense en tant que citoyen, mais je pense que c'est pas pour entendre ce que pense le citoyen Reynaud de ces questions que vous m'avez invité, mais plutôt pour apporter mon témoignage de président de la 6e chambre de la section du contentieux. Et donc, je vais m'exprimer en tant que président de la 6e chambre de la section du contentieux du Conseil d'État, ce qui va quand même contraindre un petit peu le cadre de mes propos. Et donc, voilà, je voulais que les choses soient claires dès le départ. Ce que je voudrais dire aussi
en préambule, c'est rappeler une chose qui est une évidence, mais je crois que c'est important de le dire sur la place du juge, c'est que le juge, il est triplement contraint finalement dans ce qu'il va faire. C'est que d'abord, il est contraint par les requérants qu'il saisisse ou qui ne le saisissent pas. Donc ça, c'est évidemment une première contrainte. D'autre part, il est contraint par les arguments des parties. Bon, sous la réserve des moyens qu'on peut soulever d'office, mais qui sont quand même assez rares, ce sont les parties qui, en réalité, mènent le débat contentieux, et ce n'est pas Maître Lepage qui viendra me contredire sur ce point. Et donc, voilà, nous sommes enfermés dans ce cadre, et par ailleurs, évidemment, et ça c'est la tradition républicaine depuis plus de 200 ans, le juge est la bouche de la loi, comme on disait. C'est-à-dire que nous sommes contraints par les textes. Nous appliquons aussi scrupuleusement que nous pouvons le faire les textes tels qu'ils ont été écrits par le législateur ou par le pouvoir réglementaire. Donc voilà, je voulais faire ce petit rappel en préambule qui me semble important. Alors ensuite, la place du juge dans la démocratie environnementale, je crois qu'effectivement, elle est très importante comme la place du juge dans la démocratie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de démocratie sans séparation des pouvoirs, et il n'y a pas de séparation des pouvoirs. Ça ne suffit pas, mais disons que c'est un élément essentiel. Et il n'y a pas de séparation des pouvoirs sans un juge qui est capable de faire respecter la hiérarchie des normes et de s'assurer que les normes inférieures, les décisions sont conformes aux normes supérieures. Donc ça, c'est évidemment le point de base. Alors, ensuite, on peut passer un petit peu en revue les différents aspects. Alors, il y a la question justement soulevée par Madame Lepage de encore faut-il que le juge soit accessible. Bon. Alors, c'est vrai que dans la tradition française, on a une tradition de très large ouverture du prétoire, en tout cas devant le juge administratif, parce que c'est vrai que le recours pour excès de pouvoir, traditionnellement, est un recours très ouvert, sans ministère d'avocat obligatoire, et dans lequel il suffit, alors il suffit c'est déjà pas mal, mais de prouver qu'on a un intérêt suffisamment direct et certain qui est lésé pour pouvoir saisir le juge. Donc ça reste quand même un cadre largement ouvert. Alors c'est vrai que dans ce cadre largement ouvert, le législateur est intervenu à plusieurs reprises pour, j'allais dire, encadrer les choses, en particulier dans le domaine de l'urbanisme. Je me garderai bien de porter un jugement de valeur sur ce qu'a fait le législateur, mais je crois que pour l'essentiel, les dispositions que le législateur a introduites sont des dispositions qui, pour l'essentiel, visent davantage à codifier ce qui était de la jurisprudence plutôt qu'à la restreindre. En tout cas, le Conseil d'État a appliqué ces dispositions plutôt dans cet état d'esprit-là. Donc je crois que, et en tout cas, le souci constant d'un président de chambre qui est qu'il y ait plus d'affaires qui sortent que d'affaires qui rentrent, je peux vous dire que le contentieux environnemental, à cet égard, est un contentieux dynamique. Puisque donc, je suis le président de la 6e chambre de la section du contentieux. La section du contentieux du Conseil d'État compte 10 chambres. La 6e chambre a ce grand privilège d'avoir parmi ses spécialités le contentieux de l'environnement, qui est même le pilier principal de notre chambre. Et sur les 700 affaires que nous avons par an, je dirais que le contentieux de l'environnement, alors après les classifications c'est toujours un peu, mais c'est facilement la moitié. Et c'est un contentieux dynamique. Je n'ai pas de chiffres précis pour vous dire s'il est en augmentation, mais globalement, en tout cas, nous sommes saisis davantage année après année. Donc voilà ce que je voulais dire. Alors ensuite, comment est-ce que dans ce domaine très particulier de l'environnement, nous jouons notre rôle général de faire respecter la hiérarchie des normes, et comment est-ce que nous veillons à faire en sorte que les principes que pose le législateur soient concrètement appliqués. Alors, je ne vais pas me lancer dans une vaste description de la jurisprudence, je vous rassure, mais je voudrais citer juste quelques exemples récents et qui me paraissent assez intéressants. Alors, le premier, c'est pour ce qui concerne le principe de non-régression de la protection de l'environnement, qui est un principe récent, puisque le législateur ne l'a posé que par la loi du 8 août 2016, et c'est un principe qui est en plein développement à l'échelle du monde. Enfin, il y a un certain nombre de pays qui l'ont introduit dans leur droit positif. Bon. Et donc, nous avons été amenés à en donner des applications concrètes pour la première fois
Nous avons été amenés, en application du principe de non-régression de la protection de l'environnement, à annuler à plusieurs reprises des dispositions de décret en Conseil d'État qui, à notre avis, n'avaient pas respecté le principe de non-régression de la protection de l'environnement. Et pour vous donner 2 exemples très concrets, le premier exemple, c'est un décret qui prévoyait que les pistes d'entraînement pour les circuits automobiles, pour faire simple, mais les circuits automobiles de petite taille, puisque c'était les circuits automobiles de moins de 4 hectares, qui auparavant étaient soumis à un examen de leur impact sur l'environnement, et donc avec ensuite la procédure qui s'ensuit, l'avis de l'autorité environnementale, etc., étaient soumis à un examen au cas par cas. Le décret qui était attaqué devant nous par la Fédération Allier Nature prévoyait de dispenser purement et simplement ces circuits de tout examen, au motif qu'ils étaient petits et que généralement ça ne posait pas de problème. Nous avons annulé cette disposition en jugeant qu'en passant d'un examen au cas par cas à aucun examen par principe, il y avait eu une régression de la protection du droit de l'environnement. Autre exemple assez proche dans sa configuration, même si ça concerne un territoire très lointain qui est la Guyane, nous avons été amenés tout récemment à annuler, là encore, une disposition d'un décret en Conseil d'État qui prévoyait qu'en Guyane, dorénavant, les défrichements forestiers pour les transformer en zones agricoles d'une superficie inférieure à 5 hectares seraient dispensés de toute évaluation environnementale. En métropole, c'est 0,5 hectares. Et donc, le texte précédent prévoyait qu'en Guyane comme en métropole, au-dessus de 0,5 hectares, il y avait un examen au cas par cas, et le décret qui était attaqué devant nous remontait ce seuil à 5 hectares. Nous avons annulé ces dispositions en estimant qu'ils entraînaient une régression dans la protection de l'environnement, et en particulier s'agissant de la Guyane. Alors c'est vrai que l'affaire pouvait se discuter parce que le gouvernement faisait état de ce qu'en Guyane, la forêt est tellement plus grande qu'en métropole que si on raisonnait en pourcentage, les 5 hectares n'étaient pas plus importants que les 0,5 en métropole. Mais nous ne sommes pas rentrés dans ces considérations-là, notamment eu égard aussi à la richesse de la forêt guyanaise en termes de biodiversité, et nous avons considéré qu'on ne pouvait pas admettre cette explication et que, par conséquent, il fallait annuler le décret dans cette mesure. Alors, un autre exemple qui a fait effectivement beaucoup parler au cours de l'été, nous avons, et j'ai l'impression que c'est notre décision qui a un peu déclenché tout ça, nous avons été amenés, été attaqué devant nous l'arrêté qui fixait l'utilisation des pesticides dans les zones agricoles. Bon, et nous avons été amenés à annuler cet arrêté en tant qu'il n'avait pas prévu de dispositions suffisamment protectrices pour les riverains. Nous avons annulé l'arrêté dans cette mesure. Nous avons enjoint au gouvernement de prendre, puisque nous étions saisis d'une demande d'injonction, nous avons enjoint au gouvernement de prendre dans les 6 mois les mesures nécessaires. Et nous sommes encore dans le délai de 6 mois, puisque notre décision date du 26 juin 2019. Et donc, on est encore dans le délai de 6 mois. Et l'affaire a ensuite conduit un certain nombre de maires à prendre des arrêtés municipaux dans leurs communes. Bon. Dernier exemple que je voudrais citer, pour montrer que ce n'est pas forcément toujours des textes réglementaires et qu'on est parfois dans des cas plus concrets, c'est la disposition de l'article L411-2 du Code de l'environnement, qui est une transposition de la directive Habitat, et qui prévoit qu'on ne peut pas perturber les espèces protégées dans leur habitat naturel, sauf dérogations très particulières prévues par le L411 en application de la directive Habitat, qui sont en cas de raison impérative d'intérêt public majeur. Et très concrètement, le cas qui nous était soumis, à vrai dire qui était soumis au tribunal administratif d'abord, puis à la cour administrative d'appel, donc les juges du fond, comme on dit, et qui venait devant nous en cassation, c'était un centre commercial dans la région de Toulouse, pour lequel le préfet avait donc autorisé la perturbation des espèces protégées sur le fondement du L411-2, en estimant que la mise en place de ce centre commercial constituait une raison impérative d'intérêt public majeur. Nous avons confirmé l'annulation
que le tribunal administratif et la cour administrative d'appel avaient prise de cette décision préfectorale. Alors, je voudrais ensuite dire quelques mots du cas particulier, qui est un élément très important. 2 minutes. Bon, alors j'accélère. Un élément, mais surtout je pense qu'il y aura des questions. Donc, un élément très important qui est la participation du public. Donc, nous avons pris un certain nombre de décisions dans lesquelles nous avons annulé des textes qui avaient été pris à la suite de consultations de l'environnement du public qui nous avaient paru être dénaturés ou avoir été ignorés. Je pourrais revenir sur les cas si vous le souhaitez. Et nous avons également pris un certain nombre de décisions qui, d'ailleurs, nous ont valu un certain nombre de critiques que je comprends parfaitement de la part des promoteurs, enfin des constructeurs, etc. Lorsque nous avons annulé un décret en Conseil d'État, là encore, en estimant que le préfet de région ne pouvait pas cumuler les deux casquettes de autorité qui autorise, voire qui porte un projet ou un plan ou programme, et en même temps qui est chargé de donner l'avis à titre d'autorité environnementale. Et donc, nous avons annulé ces dispositions. Alors, je termine en disant 2 mots des pouvoirs du juge, parce que je crois qu'effectivement, encore faut-il qu'on ait accès au juge, encore faut-il que le juge fasse son travail de faire respecter la hiérarchie des normes, encore faut-il également que ces décisions ne restent pas platoniques. Alors, je crois qu'il y a quand même un certain nombre d'outils à notre disposition et que nous essayons d'utiliser à bon escient. C'est d'abord le référé. Et il y a un certain nombre de décisions en matière environnementale prises dans le domaine du référé qui sont, je crois, très topiques. Il y a beaucoup d'exemples, mais je citerai au début de l'année la décision prise en matière de chasse, où nous avons suspendu un arrêté du ministre chargé de la chasse qui permettait de prolonger la chasse aux oiseaux migrateurs au-delà du 31 janvier. Quelques jours après, donc le 6 février, nous avons suspendu cet arrêté. Et puis, il y a le pouvoir que nous avons en matière d'astreinte. Nous avons annulé le refus du ministre compétent de prendre les arrêtés qui étaient prévus par le Code de l'environnement, les articles en L et même les articles en R, sur la lutte contre la pollution lumineuse. Ces arrêtés n'avaient pas été pris. Nous avons annulé le refus de les prendre et nous avons enjoint au gouvernement de prendre dans un délai de 9 mois, on lui a laissé un peu plus de temps que d'habitude parce que c'est vrai que c'est un sujet complexe, et dans le délai de 9 mois, les arrêtés en question ont été pris. Enfin, dernier exemple, et c'est une affaire sur laquelle je serai prudent puisqu'elle n'est pas encore jugée. Enfin, nous avons déjà pris une première décision sur la saisine de l'Association des Amis de la Terre qui nous demandait d'annuler le refus des autorités gouvernementales en général de prendre toute mesure permettant à la France de se conformer aux exigences des directives sur le dioxyde de carbone, dioxyde d'azote, etc., dans la qualité de l'air. Et la Cour de justice avait rendu un arrêt disant que ces directives ne fixaient pas simplement une obligation de moyens, mais une obligation de résultat. Donc nous avons fait droit à la demande de l'association, nous avons annulé le refus des autorités françaises de prendre toute mesure, et nous avons enjoint aux autorités françaises de le faire. Maintenant, reste que nous allons, et c'est là-dessus que je serai prudent, et c'est là-dessus que je terminerai, devoir nous prononcer évidemment sur les mesures que les autorités françaises ont prises en application de cette décision, puisque nous sommes saisis maintenant de la suite de cette affaire, où on nous demande de prononcer une astreinte. Donc, je crois, pour conclure, que je comprends très bien qu'on soit frustré à beaucoup d'enseignes lorsqu'on est requérant par des décisions que prend le juge administratif en général et le Conseil d'État en particulier. Je crois en tout cas que nous nous efforçons de donner la pleine efficacité au texte dont nous avons application dans les affaires dont nous sommes saisis. Je vous remercie. Merci, Monsieur Reynaud. Alors, Monsieur Avrier, vous qui avez été requérant, y a-t-il de frustration? Alors, je vais intervenir en étant obligé de dire d'où je parle, car nous avions engagé lors de la commission dite commission Richard, qui faisait suite à la mort de Rémi Fraisse à Sivens, nous avions organisé à une vingtaine d'associations
opposé à ce qui, à l'époque, nous dénommions grand projet inutile imposé, nous avions organisé une plateforme commune pour faire des propositions d'amélioration du processus de décision en matière de grands projets, pas simplement sur l'aspect environnemental, mais aussi sur l'aspect intérêt public, définition de l'intérêt général et même économie des projets au sens socio-économique, comme d'ailleurs la théorie du bilan l'impose en matière environnementale. Cette plateforme est restée sans suite. Nous avons été auditionnés par la commission, elle est restée sans suite. Elle existe, je la transmettrai pour rappel, pour mémoire, et pas simplement pour mémoire de Rémi Fraisse, aux organisateurs, de telle sorte que vous puissiez en disposer. Par ailleurs, j'ai été élu minoritaire, ayant été amené à soulever des dossiers qui concernaient directement l'environnement, mais qui portaient sur des concessions de services publics essentiels, l'eau et l'assainissement, dans des conditions qui, en l'occurrence, relevaient de la corruption à Grenoble, avec un maire ministre qui essaye de revenir aujourd'hui aux affaires. Il a fallu 8 ans pour que le Conseil d'État, par un arrêt du 1er octobre 1997, juge que ces décisions avaient été illégales, au motif que le maire avait trompé. Et je pense que le terme est intéressant du point de vue de l'environnement, mais aussi du point de vue de la définition de la participation, d'abord de la participation des représentants élus. Le maire avait trompé les membres du conseil municipal sur la portée des décisions qu'ils étaient amenés à prendre. Jugement du 1er octobre 1997 du Conseil d'État sur une décision de 1989. De la même manière, nous avions agi avec l'aide efficace d'un cabinet d'avocats Huglot-Lepage pour mettre en cause le redémarrage de l'installation Superphénix, expérience in vivo, si je puis dire, avec des cobayes dans la région, d'une installation dangereuse dont nous avions été amenés par expertise avant de dire droit à démontrer qu'elle n'était pas en état de redémarrer. Il a fallu là 3 ans au Conseil d'État pour annuler en février 1997 le décret de redémarrage de 1994 de Superphénix. C'est cette décision de février 1997 qui annule l'opération Superphénix et non pas la décision présentée comme un accord politique entre Jospin et Voynet en juillet 1997. Car à partir de février 1997, nous avions démontré que cette installation nécessitait l'ensemble de la procédure d'autorisation depuis le départ, c'est-à-dire plusieurs années de procédure. Voilà quelques exemples à partir desquels je voudrais faire part de ce qui est une impression, ayant été à la fois élu minoritaire, élu majoritaire, membre en tant que représentant d'associations, de commissions locales auprès des installations nucléaires ou auprès d'instances consultatives. Je voudrais vous faire part de ce qui nous apparaît comme étant une certaine régression, voire une difficulté pour appliquer les principes républicains qui sont dans les articles 14 et 15 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à savoir que les affaires publiques sont publiques et que les décisions publiques sont soumises au contrôle des citoyens, d'une part, et article 17, qui fixe la séparation des pouvoirs, c'est-à-dire qui dit
qu'on peut toujours déclarer que quelque chose est irrégulier, c'est au juge de dire que c'est illégal, si c'est une décision, que c'est délictueux, si c'est un délit, ou que c'est irrégulier du point de vue financier, si cela relève de la Cour des comptes. D'abord, parce que l'accès aux informations relatives à l'environnement, article méconnu, sous-utilisé, l'article L124-1 et suivant du Code de l'environnement, ajouté au très bon Code des relations entre le public et l'administration, dont les termes mêmes ont fait l'objet d'un débat politique intelligent, pour une fois, des juristes, relations entre le public et l'administration, et non pas relations du public avec l'administration, égalité de l'un et de l'autre. Ce code, en particulier son livre 3 sur l'accès aux documents administratifs, ces deux textes se heurtent à des pratiques procédurières des exécutifs au plus haut niveau, présidence de la République, Premier ministre. J'ai une tonne d'exemples, y compris d'actualité. Je ne les citerai pas parce qu'ils vont arriver devant la 6e chambre du Conseil d'État après les pourvois des ministres, le dernier ayant été le pourvoi Macron en annulation, en demande d'annulation du jugement qui lui ordonnait de communiquer l'accord secret qu'il avait passé avec les sociétés autoroutières le 9 avril 1995, pourvoi qui a été rejeté par le Conseil d'État en l'occurrence. Donc, ces difficultés, ces pratiques procédurières sont liées au fait que, y compris de très grandes autorités, je l'ai soulevé tout récemment pour l'Agence régionale de santé d'Île-de-France, qui disaient ils n'ont qu'à saisir la CADA, on fera traîner pour donner les relevés de retombées de plomb de Notre-Dame. J'ai démontré par une saisie du président de la CADA qu'un rappel à l'ordre de l'ARS était nécessaire pour lui rappeler que ces informations étaient communicables de droit, sans délai, sous quelque forme qu'elles existent. Ces pratiques d'opacité sont également facilitées par l'extension du secret industriel et commercial au secret des affaires. Tout à l'heure, Madame la ministre Corinne Lepage a rappelé les difficultés liées à l'abus d'utilisation des lois d'urgence pour censurer des parties de dossiers sur les ICPE ou les INB. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'abus du système du secret des affaires pour occulter des dossiers entiers, jusqu'à faire dire au juge administratif que c'est tellement occulté que ça perd son intérêt d'être communiqué, allant jusqu'à refuser de communiquer des documents. Il est un point sur lequel je voudrais faire une proposition qui est peut-être encore dans les temps, c'est celle concernant, je dis je, mais vous voyez que je porte une parole collective, hein. C'est celle qui concerne la CADA. La commission d'accès aux documents administratifs n'a pas les moyens de remplir sa mission. L'article R 343-3 du Code des relations entre le public et l'administration, lui impose d'émettre un avis, lorsqu'elle est saisie, dans le mois à compter de l'enregistrement de la demande. Aujourd'hui, nous sommes à 6 mois, 8 mois, 1 an pour avoir des avis de la CADA. J'ai donc la proposition, peut-être encore dans les temps, de soumettre un amendement au budget qui va être voté pour 2020, en vue d'accroître, de telle sorte de respecter la loi et le règlement, d'accroître les moyens de la commission d'accès aux documents administratifs. Comme un amendement doit être équilibré, on le financera en réduisant le nombre de chargés de mission auprès du Premier ministre qui servent à la présidence de la République. Comme le budget de la CADA est un budget du Premier ministre, je l'avais saisi d'un recours gracieux auquel il a bien voulu ne pas me répondre concernant ces moyens. Deuxième grande question, la question des conflits d'intérêts et des portes tournantes.
La démocratie suppose que des décisions prises en connaissance de cause, c'est-à-dire après accès aux informations et analyse pluraliste, permettent de définir la meilleure option pour l'utilité publique, l'intérêt général. Souvent, cette partie du débat échappe au débat, on l'a bien abordé précédemment, c'est-à-dire que la question d'intérêt général est supposée et préétablie par le porteur du projet ou le porteur du décret. Alors que sont renforcées des procédures de décision publique qui, en fait, sont prises et définissent l'intérêt général à partir de confusion, de dépendance entre intérêt privé et intérêt public, ne serait-ce que par le système des portes tournantes qui font que des acteurs administration, promoteurs de projets, sont ensuite embauchés dans le privé, puis reviennent dans le public. L'exemple caricatural, qui n'a pas donné lieu à illégalité, c'est celle du préfet de la région de Loire-Atlantique, qui, une fois avoir été porteur du projet Notre-Dame-des-Landes, a été embauché par Vinci, promoteur bénéficiaire du contrat de concession de Notre-Dame-des-Landes. Mais il en est d'autres qui ont été authentifiés par, j'espère que ce n'est pas la 6e chambre du Conseil d'État, c'est le fait que des commissaires enquêteurs, on l'a abordé tout à l'heure, ont émis lors de rapports d'enquête publique des avis qu'ils ont signés, s'attribuant en tant que président d'association les compensations environnementales liées à des projets. Et ce n'est pas des petits projets, c'est les 26 milliards du projet Lyon-Turin. Eh bien, le juge administratif a considéré que cette chose-là n'entachait pas la procédure d'enquête publique. Pour terminer, je dirais que la question du principe de légalité reste posée dans le domaine du droit de l'environnement. Car, outre ce qu'a indiqué Maître Lepage, il y a un développement du droit souple que vous me permettrez de dénommer droit mou, qui consiste à donner le primat au contrat, c'est-à-dire ce qui fait la loi entre les parties, à leur sécurité juridique, donc que ce soit dans le droit de l'urbanisme, dans le droit des concessions, PPP, DSP et autres, autorisation d'installation classée, Lubrizol ou autres, qui sont maintenus coûte que coûte parce qu'il y a l'emploi, il y a la sécurité juridique. Et donc, les restrictions qui sont apportées, y compris à l'intérêt à agir pour les associations, voire pour les intéressés avec la jurisprudence Tarn-et-Garonne, font que se renforce l'idée du fait accompli en matière environnementale qui tend à primer sur ce qui fait le principe de l'égalité. Et donc, avant de rajouter des procédures participatives, il conviendrait d'activer les dispositions législatives et réglementaires qui existent avant même d'en rajouter et surtout de les maintenir et de les améliorer. Voilà une proposition qui va dans le sens d'une alternative à ceux qui cherchent toujours à faire plus. Essayons de faire mieux avec ce que nous avons. Merci beaucoup, merci pour ces propositions. Madame Lejeune, la parole à la politiste. Merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Oui. Merci beaucoup. D'abord, je voudrais remercier Guillaume Gontard, mais aussi Madame Bateau, et puis toute l'équipe parlementaire, notamment Fabien Duquesne, qui a vraiment accompagné l'organisation de cet événement avec rigueur et exigence. Donc, je le remercie beaucoup. Je vais me présenter. C'est toujours effectivement important de dire d'où on vient et qui on est. Donc, je suis Caroline Lejeune, je suis politiste et je suis spécialiste sur les questions de justice environnementale et de justice climatique. J'ai réalisé ma thèse à Lille et je suis actuellement en post-doctorat
Et je suis maître aussi assistante et de recherche à l'Université de Lausanne, à l'Institut de géographie et de durabilité, dans l'équipe des humanités environnementales. Comme ça, vous avez tous les titres, tous les labos et tous les centres. Donc, comme je disais, je m'intéresse à la question de la justice environnementale et climatique, et j'ai travaillé ce sujet à partir d'une approche très territoriale. Et je m'intéresse aussi depuis peu à la question de l'écoféminisme en politique. Mon propos ne sera pas donc juridique. Je pense que jusqu'à maintenant, on a traité de la question de l'environnement comme une question technique, comme une question scientifique, et il le faut, comme une question juridique. Moi, je vous propose de prendre la dimension plus sociale, la dimension plus politique. Parce que finalement, on voit bien qu'on essaye de s'interroger sur l'importance de pouvoir rendre effective cette démocratie environnementale à travers une approche procédurale. Et on en oublie parfois que ce lien entre démocratie et environnement s'est vraiment constitué effectivement à travers la Convention à Aarhus, Rio et je dirais même Stockholm bien avant. Et que l'importance dans cette démocratie environnementale, à l'origine, et de ces procédures de participation, était de vraiment pouvoir faire le lien entre justice et environnement et de la lutte contre les inégalités et les injustices sociales et climatiques. Donc je vais vous proposer de refaire un petit détour historique assez court, juste pour rappeler un peu ce qu'il y a derrière ces liens entre justice et environnement, et essayer ensuite de montrer dans quelle mesure les approches procédurales de la démocratie environnementale permettent en partie d'y répondre, mais aussi souligner quelques limites de manière à pouvoir ensuite peut-être en débattre avec vous. Certains d'entre vous ont certainement entendu parler de la justice environnementale en France ces derniers temps, notamment parce qu'il y a eu beaucoup de cas en fait, de liens entre inégalité et environnement qui ont été soulevés. Alors on ne va pas parler de justice environnementale ni de justice climatique de manière proprement dite, mais peut-être qu'en les citant, ça vous dira quelque chose. Peut-être certains d'entre vous ont entendu parler des boues chimiques et des poussières à Gardanne, de l'exposition à l'arsenic dans la vallée de l'Orbiel, de l'explosion de l'usine Lubrizol à Rouen. On entend aussi beaucoup parler de la question de la justice climatique dans les discours politiques, dans les mouvements citoyens actuellement, comme un peu un slogan, un discours, un impératif, qui a fait l'objet, on peut le dire, de convergence de luttes entre des luttes sociales et des luttes climatiques. Ce discours, il a l'air un peu innovant, il a l'air un peu inédit, et puis finalement, quand on s'intéresse vraiment à cette question de la justice environnementale, on s'aperçoit qu'il est né aux États-Unis dans les années 80, qui est né d'un mouvement de revendication des droits civiques, et dans le prolongement finalement des mouvements afro-américains qui ont démontré par l'expérience qu'ils pouvaient avoir des transformations de leur territoire et de la transformation surtout liée à la santé et des dommages subis qu'ils pouvaient vivre au quotidien, d'un cumul d'inégalités. Alors qu'est-ce que nous dit ce cumul d'inégalités ? Il nous dit que certains territoires plus que d'autres sont exposés à des inégalités environnementales et à des produits chimiques. Certains territoires plus que d'autres sont exposés et sont vulnérables au changement climatique. Certaines populations, plus que d'autres, également, sont plus soumises à un cumul d'inégalités. Ce que montrent ces revendications et ce constat de cumul d'inégalités, c'est que plus vous êtes en situation de précarité, plus vous êtes en situation de vulnérabilité sociale et plus vous êtes soumis à des risques environnementaux. Parce que vous n'avez pas le choix de l'endroit où vous allez habiter, le revenu étant un paramètre qui va définir l'endroit où vous allez vivre. Par ailleurs, comme vous êtes soumis à ce cumul d'inégalités, donc sociales, économiques, environnementales, vous êtes en situation de vulnérabilité importante et vous avez moins la capacité aussi de pouvoir exprimer politiquement et de cette forme d'injustice, mais aussi de pouvoir aller à l'encontre de ces projets. Cela témoigne, et ce qu'a très bien montré les mouvements de justice environnementaux et du mouvement de justice climatique, c'est que le fait de vivre ce cumul d'inégalités va témoigner d'un défaut de démocratie, au sens où, finalement, la capacité de chacun à pouvoir exprimer son droit à un environnement sain va être
dépend des capacités sociales, mais aussi de l'endroit où on vit. Lorsqu'on regarde la Convention Aarhus, un des objectifs importants de cette convention, c'était vraiment de pouvoir mettre en évidence qu'il faut pouvoir mettre en place des dispositifs de participation liés à l'environnement pour justement lutter contre ces injustices environnementales. Et là, il y a eu plusieurs dispositions qui sont exprimées. La première, c'est une justice qu'on va appeler de type distributive, c'est-à-dire que si vous êtes exposé à un risque environnemental avéré, si vos enfants sont atteints de cancer ou ont des malformations, vous allez avoir ce qu'on appelle une indemnité. Donc on va compenser ou indemniser financièrement l'impact qu'a pu avoir l'environnement dans les modes de vie et dans la capacité de vivre des individus. Mais en cela, ça ne va pas modifier profondément le fait qu'ils ont été exposés à des risques environnementaux, et ça ne remet pas en question fondamentalement le fait que d'autres projets d'aménagement peuvent aussi poursuivre ou avoir des risques vis-à-vis de la population. Après, si on prend ce qu'on appelle une justice plus politique, c'est de considérer qu'il va y avoir un certain nombre de procédures qui vont être mises en place. Alors on a fait tout le constat, et je pense qu'on ne peut que se réjouir de voir qu'il y a eu énormément de progrès et que la participation dans le cadre de la commission du débat public fonctionne. Alors il y a des choses à faire, hein, c'est pas simple, mais il y a des choses qui avancent, d'autres moins, d'après ce que j'ai pu entendre juste à l'instant. Ce qui est intéressant dans ces procédures de justice politique, c'est qu'on va s'interroger sur comment on va organiser le système de participation, avec quels ateliers, comment on va assurer l'égalité, les relations de confiance, la neutralité. On va du coup s'intéresser davantage aux conditions qui vont permettre de pouvoir assurer finalement une participation neutre et démocratique. Et ça va amener, ça peut avoir certaines limites, parce qu'on va davantage insister sur la démarche performative et la performance des dispositifs de participation vis-à-vis d'autres sujets. Je pense notamment à la consultation numérique qu'on a pu effectivement aborder. Elle pourrait faciliter les procédures. Certains disent qu'elle pourrait permettre d'être plus rapide dans les procédures. Mais quelque part, cette consultation numérique, alors qu'elle devrait faciliter l'accès à la participation, inversement, on va se retrouver dans une situation où elle peut potentiellement déposséder une partie de la population de ses droits politiques. Et ça, je pense que c'est quelque chose à vraiment pouvoir considérer de manière importante. C'est aussi considérer que, selon votre niveau, mais ça c'est assez classique dans des dispositifs de participation, selon votre niveau en fait, de social, vous avez peut-être moins la capacité de pouvoir vous exprimer. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose à entendre, et sur deux points importants. Le premier, c'est que certains ont la force de l'argumentation. Et c'est une qualité en démocratie. Les Grecs avaient bien identifié que la qualité démocratique, c'était aussi une qualité argumentaire. Mais il faut aussi savoir que les personnes qui sont en situation de précarité ne parlent pas de la même manière. Et souvent, on a tendance à marginaliser, en fait, leurs propos, à considérer dans les espaces de participation que ce n'est pas important ou que ce n'est pas compréhensible. Cela dit, quand vous avez vécu l'expérience de la vulnérabilité sociale, l'expression du langage exprime tout autant de choses que l'expression ou la qualité argumentaire. Encore faut-il construire les conditions du dialogue. Maintenant, si je vais sur ce que j'appelle plutôt la question de la dimension plus substantielle, ce que m'a appris la justice environnementale et les travaux et toutes les observations que j'ai pu faire, c'est qu'on se demande toujours si plus de participation permet vraiment d'améliorer les conditions de l'environnement. C'est une question assez récurrente. On a l'impression que c'est toujours incompatible. Mais cette incompatibilité, elle est peut-être très fortement marquée par l'insistance sur les dimensions procédurales. Une question qu'on pourrait se poser, c'est retourner la question. C'est pas est-ce que plus de participation permet d'améliorer les conditions de l'environnement, mais dans quelle mesure notre contexte environnemental peut nous conduire à changer nos pratiques de participation. Par exemple, en quoi l'impératif de réduction des émissions de gaz à effet de serre devient un paramètre qui délimite ce qui est possible de faire et de ne pas faire, et de déterminer ce qui est juste
ou ne l'est pas, pour les hommes, mais aussi pour la nature, et avec elle. Une autre chose, c'est que une chose qui est vraiment importante dans les dispositifs de participation, en lien avec la justice environnementale, c'est ce qu'on appelle le concernement. C'est-à-dire qu'on va essayer de toucher les personnes qui sont le plus concernées par les problématiques environnementales, de manière à ce qu'elles puissent s'exprimer pleinement sur le sujet qui arrive au pied de leur porte. Ces savoirs, ces personnes qui ne sont pas toujours associées, parce que c'est difficile de pouvoir avoir accès à des personnes qui sont en situation d'inégalité, elles vont peut-être pouvoir participer, elles vont exprimer un sentiment d'injustice, mais elles ne vont pas toujours avoir les réponses de la part des maîtres d'ouvrage. 2 minutes? D'accord, alors je vais accélérer. Et ça, je pense que c'est important de pouvoir vraiment, parce que ne pas avoir de réponse, 2 minutes et plus 2 minutes, c'est vraiment important, je pense, de le considérer, parce que ne pas avoir de réponse, ce n'est pas simplement ne pas aller jusqu'au bout d'un processus de mise en œuvre et d'évaluation, c'est renier la participation et l'existence même de ces personnes. C'est ne pas leur reconnaître leurs droits politiques. Et je pense que c'est un point sur lequel il faut pouvoir continuer à progresser. Ensuite, on peut se dire aussi que le droit à l'information, ça va permettre une meilleure protection de l'environnement. Parce que ça pourrait contribuer finalement à une forme de réparation d'un préjudice écologique, par exemple. La question que je me pose, c'est que finalement, s'il y a réparation, c'est qu'il y a eu destruction au préalable. Et donc, du coup, toute l'importance de pouvoir peut-être s'interroger sur la faisabilité sociale des projets, certes, mais sur... alors, je ne sais pas comment je vais formuler ça, je dirais plus sur l'utilité même de certains projets dans un contexte environnemental en situation de crise. Enfin, je vais terminer par un cas d'étude, parce que là, j'ai passé un peu mon temps à avoir des propos très théoriques, donc je vais revenir un peu sur Terre. Et puis, je vais prendre un cas d'étude. C'est un cas que je vous propose, c'est le projet d'aménagement de la ZAC, du village olympique et paralympique, qui a lieu à Saint-Denis et à Sainte-Foy. Clairement, ce territoire, c'est pour moi un territoire qui exprime un cumul d'inégalités sociales, environnementales et politiques. 23% de chômage, dont 40% des jeunes, 40% de taux de pauvreté, 60% de taux d'abstention aux dernières élections, alors c'est les européennes, mais quand même, des mouvements de revendication des droits politiques, des mouvements qui viennent affirmer le droit à ne pas participer aux élections politiques, de ne plus participer au système représentatif, c'est quand même quelque chose d'important. Et puis ça va poser plusieurs problèmes, parce que dans un territoire où on est en train de mettre en place un projet d'aménagement, qui est une zone, la ZAC, et qui va reposer essentiellement sur une procédure de participation à voie électronique, là, clairement, après tout ce que je viens de vous dire auparavant, c'est clairement un projet qui va être confronté à un défaut de participation et qui va accentuer un sentiment d'injustice au niveau des territoires. Et je vais aller encore plus loin, c'est que c'est un territoire extrêmement pollué. Il y a de ça quelques années, on a vu émerger ce qu'on appelle des Toxic Tours, qui sont des mouvements de justice environnementaux, qui sont très présents aux États-Unis et qui commencent à arriver en France. Il y a quand même un taux de pollution des sols et de l'air qui est phénoménal. Et en plus de ça, quand l'autorité environnementale rend le 9 octobre 2019 un avis sur le projet d'aménagement de la ZAC du village olympique et paralympique, elle souligne à quel point il y a un manque d'information et de transparence sur les enjeux environnementaux et sociaux liés à la gestion de la pollution, liés à la gestion de l'eau et à la pollution de l'eau, à la gestion de l'air et à la gestion de l'aménagement et de la circulation des individus. Voilà. Donc, pour conclure, 1 minute, je pense que ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il faut vraiment considérer que les procédures de participation ont la capacité de pouvoir optimiser la parole du public, mais que tant qu'on va se concentrer sur le comment et pas sur le pourquoi, et dans quel contexte social et écologique, je pense qu'on a perdu une partie de la question et des ambitions du sommet de Stockholm, du sommet de Rio, de la déclaration d'Aarhus et de la charte de l'environnement. Je n'ai pas dit que c'était simple. Effectivement, on peut tout à fait essayer de dépasser les questions environnementales. On peut tout à fait essayer de considérer autrement ou l'environnement un sujet comme un autre, ou parmi d'autres. On peut aussi optimiser le dialogue avec les citoyens et les élus. C'est fondamental dans nos démocraties.
Mais il me semble que ce qui est vraiment intéressant, c'est de se dire que l'environnement, ce n'est pas forcément un sujet comme un autre. C'est un sujet qui va interpeller sur notre capacité à pouvoir prolonger, en termes de justice, les droits politiques des individus dans une société. Et c'est aussi une manière de pouvoir essayer d'interroger non pas le comment, mais surtout la question de pourquoi, merci, et ce qui est juste et possible, c'est-à-dire reconnaître que ce qui est exprimé dans ces espaces de participation ont autant d'importance que la conclusion qui va être donnée. Et quand tout à l'heure, Mme Joanneau citait le fait que dans le projet de la Montagne d'Or, les personnes partent du projet pour exprimer des sentiments d'injustice, de relations à la nature qui sont de l'ordre existentiel, des rapports à la gestion des ressources, il faudrait peut-être s'interroger sur la manière par laquelle on peut considérer, dès les premières phases de consultation du public, ces interrogations-là, parce qu'elles mettent en avant déjà des conflits qui sont liés aux ressources, elles mettent en avant déjà l'accaparement lié aux terres, et elles mettent en avant des relations sociales et spirituelles, parfois, à la nature. Et je pense que ça fait partie totalement des valeurs qu'on peut porter en démocratie. Je vous remercie beaucoup. Merci. Je vais ouvrir tout de suite les questions. On a encore une vingtaine de minutes pour pouvoir échanger sur cette table ronde. Je vois que M. Ullmann a levé la main tout de suite. Je vous demanderai, comme pour les autres fois, de bien vouloir vous présenter et d'essayer de ne pas être trop long pour que tout le monde puisse s'exprimer. Merci. Gabriel Ullmann, oui, merci. Une question au président Reynaud, s'il veut bien. J'ai beaucoup apprécié son plaidoyer quand même pro domo par rapport à une évolution qu'on espère favorable du Conseil d'État dans le sens de l'environnement. La réalité est peut-être différente d'un autre côté justiciable, puisque si la société dans son ensemble a bien évolué sur les questions de préservation de l'environnement, je crois que le Conseil d'État, on est nombreux à le penser, est plutôt très en retrait, malgré un certain nombre de décisions que vous avez citées tout à fait intéressantes. Des exemples très rapidement. Tout d'abord, vous avez gommé le fait que le Conseil d'État a un pouvoir régalien très important, qu'il utilise abondamment, en interprétant les lois, mais en rajoutant aux lois. Des exemples concrets, j'ai oublié le nom du dossier, concernant un centre de stockage et de traitement de déchets nucléaires, dont l'enquête publique, où l'avis de l'autorité mentale manquait. Ils avaient oublié de saisir l'avis de l'autorité mentale. Clairement, violation du droit européen, du droit français, etc. Le Conseil d'État très embêté parce qu'il visiblement ne voulait pas annuler. Et c'était assez intéressant parce qu'on peut lire les conclusions du rapporteur public qui ont été publiées. Censé sortir en disant, certes, mais l'information du public n'a pas été déficiente parce que l'étude d'impact était suffisante. Et donc, on pouvait se passer de l'avis de l'autorité environnementale. Bon, première façon de faire. Deuxième, l'accès aux documents administratifs que nous disait Raymond Avrier. Arrêt Ullmann 2002 du Conseil d'État, l'accès aux documents administratifs fait partie des libertés publiques. La Cour des droits de l'homme, européenne des droits de l'homme, de même façon, etc. Très récemment, le Conseil d'État a considéré que parmi les recours abusifs qui ne devaient pas donner lieu à communication, rajoute à la loi en disant non seulement c'est abusif par le nombre de demandes, etc., mais si jamais ça perturbe le bon fonctionnement de l'administration, elle n'a pas non plus lieu de communiquer. Ce n'est pas du tout dans la loi. Et donc le juge, les TA, plus la Cour administrative d'appel, avaient annulé le refus de communication. Le Conseil d'État revient dessus en disant oui, mais ça perturbe le bon fonctionnement, vu le faible moyen, terminé. C'est quand même pas rien. Bon. Autre exemple, le Center Park de Roibon, au-delà du projet. C'est gravissime. Et bon nombre de juristes de droit de l'environnement n'ont absolument pas compris les décisions du Conseil d'État, qui en gros, mais vous me direz mieux que moi, vous me formulerez bien mieux que je ne le ferai, où la compatibilité par rapport à un SDAGE doit se voir non pas orientation par orientation, mais sur l'ensemble du SDAGE, des dispositions du SDAGE, et sur l'ensemble de son périmètre géographique. Et ça concerne Rhône Méditerranée Corse, l'ensemble du bassin Rhône Méditerranée Corse. Ça veut dire, et l'enjeu c'était la destruction de zones humides,
qu'un projet qui va détruire 5, 10 ou 20 hectares, 20 hectares de zones humides, par rapport à l'ensemble de l'échelle d'un SDAGE, pourra toujours être considéré comme compatible. Et donc, c'est la porte ouverte à bon nombre de destructions et réduire à néant, finalement, les plans programmes par rapport à bon nombre de projets. Et c'est enfin, encore plus grave à mon sens, la décision en octobre 2018 de la Cour de justice de l'Union européenne qui a condamné la France pour manquement d'État à cause du Conseil d'État, première fois en Europe, pour l'inaction d'une juridiction nationale, en l'occurrence le Conseil d'État, qui, non pas systématiquement, mais très souvent, et notamment en matière d'environnement, refuse de transmettre les questions préjudicielles à la Cour, alors que le traité européen l'impose, comme l'a précisé la Cour, au motif que il n'y a pas de doute raisonnable sur l'interprétation, etc. Or, si le Conseil d'État transmettait plus régulièrement, on aurait des décisions sans doute beaucoup plus favorables à l'environnement, parce que comme vous le savez, la Cour de justice de l'Union européenne est très favorable à l'environnement, beaucoup plus que notre juridiction nationale, et notamment beaucoup plus que le Conseil d'État. Et ça, avoir une condamnation de la France pour manquement d'État, pour inaction du Conseil d'État, ça me semble effectivement grave. Donc, il y a aussi des choses à revoir. Et voilà, je me permettais de vous solliciter sur ces questions-là. Merci infiniment. Monsieur Hanot, profite de votre présence. Oui, non, mais comment dire, je suis. C'est important pour le juge aussi d'entendre ce que vous avez à dire, et ça m'intéresse d'autant plus que tout récemment, je me suis fait un peu prendre à partie de la même manière, dans l'autre sens, où on trouvait au contraire qu'on était beaucoup trop restrictif, notamment sur l'affaire dont sur la question que je mentionnais des raisons impératives d'intérêt public majeur, qui inquiètent beaucoup un certain nombre de grandes entreprises, de collectivités qui craignent de voir un certain nombre de leurs projets remis en cause. Ils ont trouvé au contraire que le Conseil d'État a fait preuve d'un zèle tout à fait excessif à leurs yeux dans l'application. Donc voilà. Alors, juste, je ne vais pas reprendre en détail toutes les affaires. Je voudrais juste revenir sur 2 points. Sur SDAGE, parce que c'est une affaire de la 6e chambre sur laquelle on sait bien... c'est une affaire compliquée sur SDAGE, et je suis content d'avoir la possibilité de préciser un peu. On a voulu faire application de ce que avait prévu le législateur, qui est qu'il a retenu une relation de compatibilité avec le SDAGE, et qu'en revanche, il a prévu une relation de conformité avec le SAGE. Et c'est vrai que les SDAGE... Non, c'est pas ça. Non. Ce que je veux dire, c'est que les SDAGE sont des instruments difficiles à manier parce qu'ils sont sur un territoire immense, comme vous l'avez très bien dit. Donc, et ils cumulent un certain nombre d'objectifs qui sont plus ou moins, je ne dirais pas contradictoires les uns avec les autres, parce qu'ils tendent tous quand même dans une même direction, qui est la gestion la plus efficace de l'eau. Mais il est parfois difficile de se saisir de ce document très vaste, dans son territoire très foisonnant dans ses objectifs, et de le confronter à une décision individuelle qui est généralement confrontée à un objectif du SDAGE. Donc, je crois que ce que le législateur a voulu, c'est que les SDAGE soient complétés par des SAGE qui, eux, ont un ressort territorial beaucoup plus restreint et qui, eux, contrairement aux SDAGE, peuvent être prescriptifs et donc peuvent contenir des normes qui, là, peuvent être exprimées en volume, de manière très précise. Et nous avons eu une affaire récente où, précisément, ça nous a donné l'occasion de compléter un peu la décision à laquelle vous faisiez allusion, qui a été mal interprétée. Bon, alors, voilà, c'est aussi lié, bon, mais je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est aussi lié à la technique de cassation qui est encore au sein du rôle du juge, qui est déjà, comme je le disais au départ, assez contraint. En plus, au sein du rôle du juge, quand vous êtes saisi en cassation, vous êtes encore plus contraint. Bon, mais enfin, je passe. Mais je crois en tout cas que la décision récente qu'on a rendue, qui nous a donné l'occasion, parce que précisément il y avait un SDAGE et un SAGE, nous a permis, je crois, de compléter le panorama et de montrer que voilà, c'est des documents auxquels on a bien l'intention de donner toute la portée que le législateur, tel qu'on le comprend, a voulu donner, mais
Le SDAGE et le SAGE, ce n'est pas la même chose. Deuxième point que je voulais dire, et après je m'arrête parce que je ne veux pas monopoliser la parole, mais la deuxième affaire que vous avez mentionnée, sur laquelle je crois qu'il faut quand même dire un mot, c'est la décision de la Cour de justice de l'Union européenne condamnant la France en manquement parce que le Conseil d'État n'avait pas renvoyé une question préjudicielle. Alors, je voudrais quand même dire que cette affaire, elle concerne un manquement particulier, qui est dans le domaine fiscal. C'était une affaire fiscale dans laquelle, en réalité, il y avait des milliards en jeu et les entreprises étaient bien décidées à obtenir gain de cause, ce qu'elles ont d'ailleurs obtenu grâce à la Cour de justice, enfin, grâce au recours au manquement fait par la Commission devant la Cour de justice et à ce qu'a jugé la Cour de justice. Je voudrais quand même dire que dans cette affaire, le Conseil d'État avait posé une question préjudicielle. Dans l'affaire en cause, le Conseil d'État avait posé une question préjudicielle. Simplement, la Cour de justice a estimé qu'il aurait dû en poser une seconde, parce qu'elle estimait qu'il n'avait pas bien compris. Bon. Donc, je crois qu'il faut quand même relativiser, d'une part, cette affaire, et d'autre part, on a eu une réunion il y a 15 jours avec tous les juges suprêmes de l'Union européenne invités à Luxembourg. On est, je crois, tout à fait dans la moyenne quand on compare les chiffres des questions préjudicielles, etc. Donc, je crois vraiment qu'on n'a pas à rougir. Et d'ailleurs, la décision est lue aujourd'hui, donc je peux le dire. Nous venons de saisir la Cour de justice d'une question préjudicielle dans le domaine de la chasse, et de la chasse au gluot en particulier, dans laquelle, qui est une chasse pour laquelle il y avait eu un recours en manquement en 1988 contre la France, et la Cour de justice avait donné raison à la France. Donc depuis, on appliquait un peu mécaniquement cette décision de 1988. Entre-temps, fin 2018, il y a eu une décision de la Cour de justice qui a condamné Malte en manquement pour, c'est pas exactement des gluots, mais c'est très proche. Et compte tenu de ce changement de pied, ou du moins de ce qui nous apparaît comme un possible changement de pied de la Cour de justice, on a décidé de renvoyer une question préjudicielle à la Cour de justice pour lui demander qu'elle nous éclaire sur quel est l'état de sa jurisprudence en la matière. Donc voilà, donc on peut naturellement en faire plus. Il faut voir qu'une question préjudicielle, c'est 1 an de délai, et qu'on le fait quand on estime, parfois on se trompe, mais qu'on estime qu'il y a un vrai doute. Sinon, ça paralyserait, ça emboliserait la Cour elle-même, qui nous a redit qu'elle souhaitait qu'on ne la saisisse que des vraies questions. Donc voilà. Merci. François Moutou, Société nationale de protection de la nature. J'aimerais revenir sur un point qui a été évoqué à propos de prolongation de la chasse aux oiseaux au printemps. Pas tellement sur ce que vous avez dit là, mais sur le contexte dans lequel on pourrait rappeler cette décision. C'est que sur les 20 ans qui viennent de s'écouler, il me semble que les gouvernements successifs ont proposé 12 fois de suite, 12 fois en 20 ans, une prolongation de la chasse, que 12 fois les associations ont attaqué en justice et que 12 fois le Conseil d'État a cassé les décisions du gouvernement. Alors, est-ce qu'on pourrait arrêter un jour de jouer à ça? Parce que est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce qu'il y a vraiment des enjeux majeurs par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment d'intérêt général? Est-ce qu'il n'y a pas d'autres priorités auxquelles on pourrait penser et dépenser un peu d'énergie? Là-dessus, honnêtement, je crois que le Conseil d'État, là, il fait son travail. On est saisi par des requérants, il y a une décision illégale, on l'annule. C'est plutôt, effectivement, du côté du gouvernement que se pose le problème. Mais là, je ne veux pas sortir de mon rôle. Oui, Philippe Ledanvic, président de l'autorité environnementale. Je voudrais faire un témoignage et une question concernant la question de l'instruction que vous émettant, Madame Lepage, de novembre 2017. Je pense que vous méconnaissez probablement une autre instruction postérieure qui date de février 2018 et qui indiquait au service que seule la partie publique était consultable par l'autorité environnementale dans l'instruction du dossier. Donc, bon, enfin, ça n'a pas tenu 30 secondes puisqu'on a indiqué qu'on ne considérerait pas le dossier comme complet si on n'avait pas tout le dossier complet. Mais enfin, c'était pour indiquer effectivement que, et du coup, on a une application sur les terrains qui est assez curieuse. Et alors, je voudrais peut-être donner une information dont vous n'avez probablement pas conscience. On a vu 3 ou 4 dossiers d'installation classée dans lesquels cette question se posait.
Et je dois dire que les exploitants qui ont présenté les dossiers ont appliqué de façon docile les instructions que leur ont données les services de l'État. C'est-à-dire que tout en reconnaissant l'absurdité de ce qui était demandé, en clair, les dossiers qui étaient présentés, effectivement, étaient bien caviardés, je dirais, y compris dans des cas assez évidents, c'est-à-dire que dans un cas, il s'agissait d'un déménagement d'un dépôt de propane suite à un PPRT. Donc tout le monde savait que ce qui déménageait, c'était un dépôt de propane, et le dossier n'indiquait pas que le nouveau dépôt était du propane. Donc c'était pour donner effectivement le genre de choses, effectivement, sur l'accès à l'information qui donne, je dirais, lieu parfois à des... Pardon ? Oui, oui, alors même, non, oui, mais a fortiori pour le public, enfin, tout le public savait que, comme ça s'agissait d'un déplacement d'un dépôt de propane, tout le public savait que du coup, c'était pour récupérer le dépôt qui était déplacé d'un autre endroit. Donc, c'est quelque chose, effectivement, sur lequel je peux que, naturellement, abonder dans votre sens. Pour ce qui concerne ma question, c'est un peu en écho, notamment à la question de Gabriel Ullmann. Notre interprétation, mais peut-être qu'on se trompe, notre interprétation, c'est que dans le domaine de l'environnement, et c'est la Convention d'Aarhus, dans le domaine de l'environnement, la question de la participation n'est pas qu'une question de forme ou de procédure, et que c'est une question de fond. Et du coup, effectivement, nous nous interrogeons sur la question de la compatibilité ou de l'articulation entre ce que Corinne Lepage a désigné tout à l'heure, la possibilité de la régularisation, et donc un certain nombre de décisions du Conseil d'État qui sont intervenues depuis plusieurs mois, qui ont conduit, je dirais, je ne sais pas si c'est de la régularisation, enfin si je me trompe de terme, à ce moment-là, je vous prie de m'en excuser, mais en clair, effectivement, qui consiste à dire qu'à partir du moment où le dossier a été complété, corrigé, etc., après l'étape de participation, il est considéré, moyennant quelques précautions quand même vis-à-vis du public, je le concède, il est considéré effectivement, du coup, effectivement, que l'autorisation peut être quand même accordée. Alors ça, je dois dire que la question est de savoir, je crois qu'en droit général, probablement, on comprend que cette idée de régularisation, s'il y a pas, je dirais, la notion de participation dans la démocratie environnementale a vraiment une portée particulière, etc. Est-ce que vraiment on peut considérer que, justement, je dirais, le principe de régularisation puisse s'appliquer de façon, je dirais, de cette façon-là, tenant compte du poids de ce concept de participation dans la démocratie environnementale ? Alors, ce que je voudrais dire, c'est que d'abord, effectivement, enfin, je crois que ce que vous avez dit sur l'importance de la procédure en général et de la participation en particulier dans le droit de l'environnement est quelque chose de très important, ce qui nous a amené, ce qui n'était pas au départ tout à fait évident, à faire justement application du principe de non-régression de la protection de l'environnement dans des cas où ce qui était en cause, c'était l'organisation d'une procédure. Mais il nous a semblé que si on s'en tenait à une interprétation du principe de non-régression tenant au fond du droit, on manquait un aspect essentiel du droit de l'environnement, qui est que d'abord, c'est un droit qui s'est développé autour de la procédure, et ça, c'est très spécifique au droit de l'environnement. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous disiez sur ce point. Sur la régularisation, je crois, alors je vais choquer Madame la députée encore, mais je crois qu'on essaye, dans ce domaine, d'appliquer ce que nous demande de faire le législateur. C'est-à-dire que c'est le législateur qui nous dit il faut faire en sorte que, dorénavant, on ne soit pas, ça se comprend très bien, que toute irrégularité, quelle qu'elle soit, n'entraîne pas l'effondrement complet de toute la procédure et l'obligation de reprendre à zéro. C'est vrai que pour beaucoup de petites collectivités, ou voire de plus grandes, les procédures sont devenues tellement complexes que reprendre tout à zéro à cause d'une irrégularité qui peut être corrigée a un côté un peu démesuré. Donc on essaye de le faire, et c'est vrai que c'est un exercice qui est très difficile parce qu'on n'y était pas habitué. Le Conseil d'État, c'était plutôt, voilà, il y a une irrégularité, on annule. Donc c'est quelque chose de nouveau, de difficile à conduire. On essuie un peu les plâtres, on tâtonne. Bon. Je crois en tout cas que ce qu'on a voulu faire et ce que disent nos décisions et nos avis en la matière, puisqu'on a été aussi consulté par l'ETA, c'est que si l'irrégularité concerne la consultation de l'autorité environnementale, et ça arrive dans beaucoup de dossiers, puisque comme on a jugé que ça ne pouvait pas être le préfet, dans tous les dossiers où c'est le préfet qui a donné un avis, il y a une irrégularité et le projet tombe,
hein. Donc ça a des conséquences quand même très lourdes. Et ce qu'on a dit, c'est que ça pouvait être régularisé, mais ça peut être régularisé en saisissant cette fois la bonne autorité environnementale, c'est-à-dire celle qui a l'autonomie suffisante. Ensuite, si son avis est le même que celui qu'avait donné le préfet, en réalité le préfet c'est l'Adréal, donc bon, généralement c'était quand même assez sérieux. Bon, si c'est le même, il doit être publié sur le site et le public est informé. Si l'avis diffère de celui qu'avait émis le préfet, eh bien, il faut reprendre la procédure de consultation, c'est-à-dire qu'il faut faire une enquête publique complémentaire et recommencer. Donc, je crois, enfin, en tout cas, notre idée, après il faut voir si ça fonctionne, parce que tout ça, encore une fois, c'est récent, mais notre idée, c'est de faire en sorte que la régularisation ne retire rien à la réalité de la consultation du public. Encore une fois, on tâtonne, on est au début de cette procédure, mais en tout cas, l'idée de base, elle est là. Madame Lepage ? Ajouter un petit mot, parce que ce qu'a dit M. Le Danvic est très important à mes yeux, et ça pose en fait une question qui est encore plus large. C'est en fait, ça sert à quoi la participation? Parce que le vrai sujet, il est là. Or, nous avons, nous, une conception en France qui consiste quand même à penser que ce que dit le public, très franchement, bon, c'est très intéressant, mais il ne sait pas. Tandis que le porteur du projet, lui, il sait. Et donc, la portée de ce que les gens disent dans la participation, écoutez, on a fait notre procédure. On a publié comme on devait, dans les journaux qu'il fallait, etc., etc. Mais tirer les conséquences de ce que les gens ont dit pour dire, le projet, on pourrait le modifier sur tel ou tel point, dans ma vie professionnelle, je crois que je ne l'ai jamais vu. Jamais. Des commissions de débat public, oui, il y a des changements. Des réserves de commissaires enquêteurs, oui, ça donne des choses. Mais des gens qui disent des choses sensées dans une procédure de participation, ça ne sert strictement à rien. Donc, effectivement, que le Conseil d'État dise, écoutez, oui, ça n'a pas été très bien, mais enfin, vous allez régulariser, je dis que c'est dans cette logique. Que si, au contraire, on est dans la logique européenne, et à mon avis, il y a un problème de droit européen derrière ce qu'on est en train de dire, parce que le droit européen, lui, il rend obligatoire le fait de tirer les conséquences dans le projet, et pas seulement dans le rapport du commissaire enquêteur, dans le projet de ce qu'a dit le public. Chez nous, c'est une règle qui n'est jamais appliquée. Si on décidait de l'appliquer, mais peut-être qu'un jour il y aura un recours à la Cour de justice là-dessus et qu'il y aura des changements, je ne sais pas, peut-être, évidemment, ça change complètement les choses, parce qu'à ce moment-là, le public n'a pas pu participer convenablement, puisque un avis très important qui est issu de l'autorité environnementale n'a pas pu être macéré, si je puis dire, par l'esprit du public, qui aurait pu donner des éléments autres, qui auraient pu changer le projet. Je suis bien d'accord qu'il y a beaucoup de conditionnels dans ce que je viens de dire, mais enfin, il y a quand même une logique très différente dans la construction d'un projet. Voilà, je voulais juste rajouter ça, parce que ça me paraît une question importante. Oui, pour illustrer et compléter ce que vient de dire Maître Lepage, dans le cadre des commissions d'enquête, il est prévu que le commissaire enquêteur doit tenir compte des propositions, pas seulement des observations, mais des propositions qu'ils ont faites. Propositions, ce qui veut dire y compris des alternatives, et doit imposer au maître d'ouvrage de répondre sur ces contre-propositions, ou propositions ou alternatives qui sont formulées. Pas simplement les observations du genre « ce projet est mauvais, je suis contre », et puis on liste le nombre de contre et le nombre de pour, mais ce projet est aberrant d'un point de vue économique, il convient d'utiliser les équipements existants et de les renforcer, par exemple. Ça suppose d'analyser un autre projet, ça suppose de faire ce qu'on a abordé largement au cours de tout ce colloque, qui est la question de reposer le fondement de l'utilité publique, générique, pas simplement environnementale, du projet. Et dans ce cadre-là, juste pour illustrer l'absence de prise en compte de ces éléments, lorsque nous sommes intervenus en 2015 à une vingtaine d'associations pour faire des propositions
dite de rénovation du débat environnemental, la démocratie environnementale, dont il n'a pas été tenu compte, nous étions des représentants des comités autour de Sivens, autour de Notre-Dame-des-Landes, autour d'Europa City, autour de la 45 Lyon-Saint-Étienne. Les projets que je viens de vous citer sont tous aujourd'hui considérés par une décision d'apparence politique, mais qui était quand même étayée dans les dossiers, sont tous considérés comme n'ayant pas un intérêt public essentiel. Ils ont été abandonnés. Donc, attention à ne pas sous-utiliser l'action démocratique de débat contradictoire, d'analyse pluraliste. Moi, j'ai un petit moyen mnémotechnique pour ça, qui est le système IADK, IADECA. I, parce qu'il faut accéder aux informations, et c'est une action politique, politique au sens noble, qui suppose à tout niveau de mettre en œuvre, mettre en acte, pas simplement faire de l'incantation. Il manque des informations, il faut les demander. Il n'y avait personne au moment où je suis intervenu, n'étant pas de Paris pourtant, ayant sollicité les collègues de Paris sur les retombées de plomb de Notre-Dame, personne n'avait fait la demande formelle à l'ARS d'avoir les relevés. C'est une procédure, c'est en kikinant. Il faut passer par l'écrit, il ne faut pas faire simplement un tweet à la Trump. Il faut activer la démocratie. Et donc, I comme accéder aux informations, A comme analyse pluraliste, car l'expertise de l'expérience, je suis vieux que j'ai, montre que se fier aux experts, c'est souvent des experts autoproclamés. Mieux est d'avoir des analyses pluralistes. La collégialité dont plusieurs ont parlé, que ce soit l'AE ou la CNDP, on a eu quand même des exposés extrêmement utiles, montrant que la collégialité est une forme de pluralisme. Nul n'a la science infuse, pas même un ministre de l'Environnement. Et puis, une fois qu'on a l'analyse pluraliste, ça suppose d'avoir un débat public contradictoire. Public et contradictoire, ça va vous apparaître trivial, alors qu'en réalité, on n'a pas le débat public et contradictoire avant la décision, on a un débat après la décision qui est une forme de communication pour faire passer la décision. Où le débat n'est pas public, il est dans petite sphère, Coderst, arrêté du préfet ou décret pris en Conseil d'État sans qu'on ait d'ailleurs l'avis du Conseil d'État, etc. Et puis, alors, on prend une décision éclairée qui obligatoirement fait un choix. C'est pour ça que ça s'appelle exposé clair du choix dans mon petit vadémécum, parce que ça permet de le contrôler et de l'adapter. Et c'est un principe du service public que l'adaptabilité. Nul n'a la science infuse. À un moment donné, on prend une décision en fonction des éléments, et puis on se rend compte au bout de 2 ans, si on a un Parlement qui fait l'évaluation des décisions publiques, ce qu'il faudrait qu'il fasse plus souvent, que la décision est erronée, il faut la rectifier. Donc voilà quelques éléments triviaux, je dirais. Madame Victorien, un dernier mot. Oui, très, très rapidement pour dire que la question de la régularisation, effectivement, de questions d'irrégularité concernant la participation du public est un mauvais signal. C'est un très mauvais signal, effectivement. Mais je voulais quand même rappeler aussi que si le principe est du domaine de la loi, c'est généralement les ordonnances qui déterminent le champ de ce qui est régularisable ou pas. J'ai jamais, moi, en tant que député, discuté en commission des lois de l'utilité ou non de retenir tel ou tel dispositif comme irrégularisable parce qu'essentiel. Et si ça avait été le cas, je pense que nous aurions été plusieurs à considérer que la participation du public, dès lors qu'il a été convoqué, exige que l'on en tienne, que l'on considère cela comme fondamental et non régularisable. Donc c'est l'aspect, toujours, on revient toujours à l'ordonnance, qui finalement dessaisit le Parlement et nous dessaisit en fait de ces interrogations et nous met devant le fait accompli. Et la deuxième chose que je voulais dire, c'est que la participation du public
c'est vrai qu'il faut déjà aller au fond des dispositions qui existent. Vous avez raison. Faisons déjà bien ce qui est inscrit quelque part, déjà dans la Constitution. Mais ça ne doit pas nous empêcher de considérer que nous devons évoluer. Et je crois quand même que les procédures environnementales pêchent en ce qu'elles ne sont pas suffisamment en amont d'un projet. Et que convoquer finalement le citoyen pour lui demander à la marge de modifier telle ou telle chose, alors que dans son principe, cela méritait intérêt général, de questionner l'intérêt général, me paraît devoir vraiment être exploré en parallèle du travail de concrétisation finalement des procédures qui existent déjà. C'était le deuxième point. Je crois qu'on doit respecter le citoyen, on doit respecter le public, et quand il vient, il faut qu'il sache pourquoi il vient. Parce que si c'est simplement pour finalement, d'une certaine façon, labelliser un dispositif en considérant qu'il a été associé, il y a eu une enquête publique passée, il n'y a plus rien à voir, je pense que c'est vraiment le duper. Et de toute façon, au regard de la mobilisation que l'on constate actuellement et qui est légitime sur les questions environnementales, si on ne modifie pas notre façon de travailler, je pense qu'on aura des surprises. Moi, vraiment, je le dis en tant que législateur, j'ai cette préoccupation-là de convoquer, bien sûr, les citoyens parce qu'ils le demandent, mais dans un contrat, si vous voulez, gagnant-gagnant, où ils sont là parce qu'ils ont des choses à faire et que, contrairement à ce qui est actuellement pour la Commission nationale du débat public, qui, malgré l'excellent travail de Chantal Joanneau, nous dit que finalement rien n'est prévu dans le code pour savoir comment ils aboutissent par rapport au projet, je pense que là, nous avons des interrogations qui se posent au XXIe siècle et que nous devons relever ensemble. Merci beaucoup. Madame Attou, vous voulez ajouter un commentaire? Parce que Alors, m'excusez, parce que malheureusement, je vais devoir ne pas louper le dernier train. Non, c'était sur la remarque sur en fait les questions de régularisation. C'est que là, elles ont été débattues, par exemple, à l'Assemblée nationale en toute transparence dans le cadre de l'article 4 de la loi énergie-climat sur le cas par cas et l'autorité environnementale, mais dans une indifférence totale. En fait, je pense qu'on était, enfin, le nombre de députés qui s'y intéressaient se comptait sur moins que les doigts d'une main, en fait. Non, mais c'est la réalité. Oui. Malgré la jurisprudence du Conseil d'État et avec, très honnêtement, beaucoup d'échanges assez surréalistes où lorsque l'on argumentait, et malgré les dispositions votées au Sénat en ce sens, ou lorsqu'on argumentait face au gouvernement sur la question des apparences et donc la question du fait que l'autorité qui autorise le projet ne peut pas être celle qui en même temps se prononce sur l'examen au cas par cas. Il y avait même pas possibilité, si vous voulez, d'affiner la discussion juridique parce qu'il n'y avait pas de répondant en face. Il y avait une espèce de voilà, lecture d'un argumentaire sur si, mais non, il n'y aura pas de problème, etc. Voilà. Et la régularisation, elle est dans la disposition, sur ce point-là, elle est dans la disposition législative. Voilà, c'était juste une remarque. Merci. Mais je pense qu'on va être obligé d'arrêter sur les questions. Je suis désolé, mais on a déjà beaucoup dépassé sur le temps. Alors, juste un commentaire très rapide, s'il vous plaît. Très rapide, mais je ne peux pas ne pas prendre la parole. Jean-Louis Laure, je suis garant, je devrais dire nous sommes garants avec ma voisine Sylvie Denis d'Intillac, de la participation du public par voie électronique sur le village olympique, que Madame Lejeune a proprement assassiné tout à l'heure, mais je ne lui en fais pas reproche. Effectivement, cette procédure pose beaucoup de questions. Ce qu'il faut dire simplement, c'est que, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une loi dite olympique qui prévoit pour ces équipements olympiques une procédure dérogatoire de participation dématérialisée qui se substitue à l'enquête publique, que la loi prévoit également que le maître d'ouvrage saisit, ou plutôt l'autorité organisatrice, qui est quelquefois différente, saisisse la CNDP pour désigner un ou plusieurs garants, ce qui est notre cas, et que ces garants doivent rendre compte des observations du public, des questions apportées par le maître d'ouvrage, et le cas échéant, dit la loi, de la façon dont elles seront prises en compte. Alors vous me direz à quoi servent les garants dans cette affaire. C'est vrai que c'est une procédure dématérialisée, et on peut se demander s'il est adapté ou pas. C'est trop tôt pour nous pour y répondre. Enfin, on a quelques idées quand même en tête. Et c'est vrai que
on peut constater, sans dire trop les choses, que l'autorité organisatrice, qui est la préfecture de Seine-Saint-Denis, et puis le maître d'ouvrage que nous avons en face de nous, qui est la Solidéo, qui sont des acteurs forts et pressés, ont plutôt tendance à faire avancer les choses rapidement, disons. Et nous, garants, on essaye de créer un espace de dialogue territorial en discutant avec eux, en se débattant, on pourrait même dire en se battant quelquefois avec ces acteurs, au bénéfice de la population. Je pense que la PPVE, donc la participation dématérialisée, qui peut être discutée, n'est pas en soi une difficulté. De toute façon, je pense qu'on va vers ce type de moyens de participation du public. En revanche, il est très important d'adapter cette PPVE, de la présenter, de l'expliquer au public, surtout dans des territoires, effectivement, qui sont un petit peu éloignés de ces moyens dématérialisés. Et c'est un des points sur lesquels nous essayons d'aboutir avec nos interlocuteurs. Je voudrais juste rajouter que pour la PPVE Gare des Mines, nous avons fait du présentiel. On a assuré 2 réunions publiques dans le cadre de la PPVE, comme quoi on peut être présent sur le terrain. Et on a également participé à une manifestation dans la rue aux enfants. Voilà, donc participation par voie dématérialisée, cela ne veut pas dire droit à l'information et présence sur le terrain. Voilà, c'est ce que je voudrais rajouter. Et c'était en tout cas notre lecture au moment où on a mis en place la première PPVE issue de la loi dite olympique. Voilà. Très rapidement alors. Parce que... Je me permets de répondre, mais je pense qu'il y a une chose importante. Je pense que c'est pas inéluctable de passer au tout numérique. Et puis c'est un outil parmi d'autres. Et puis vous avez raison de dire qu'il y a d'autres outils qui sont mis en place. Mais je pense qu'il faut vraiment veiller à être attentif à l'usage des technologies du numérique, notamment parce qu'il y a un éloignement et que si on a été face à des questions d'illettrisme pendant très longtemps et qui persistent encore aujourd'hui, le fait de ne pas avoir accès à l'informatique, c'est aussi une situation qui est réelle et qui concerne les populations qui sont les plus précaires. Et enfin, je terminerai sur un dernier point, c'est être vigilant et peut-être prudent sur l'usage des technologies et sur les techniques qui nous désincarnent en fait, du débat politique. Et le fait de donner un avis, c'est une chose, mais peut-être ne pas supprimer les conditions de débat et d'information au préalable et de débat ensuite. Merci. Merci beaucoup.